Mesdames, Messieurs, vous allez assister là maintenant à l'épilogue d'une grosse semaine au cours de laquelle vous avez pu, avec nous, échanger sur de nombreux sujets, découvrir des personnalités, découvrir justement les Ivoiriens au service de leur pays. Ce soir, pour démarrer cette émission, je vous dirai simplement que nous ne recevrons pas Kim Jong-un. Pourquoi? Parce que le président nord-coréen, rendez-vous compte, a pleuré lors d'une assemblée donc, pour les mères de Corée, coréennes du Nord, simplement parce qu'elles font moins d'enfants. Il a dit vraiment je suis triste avec de grosses larmes. Et ce qui est tout à fait intéressant, les femmes aussi ont regardé le président, elles ont pleuré aussi. Voici comment ça se passe en Corée du Nord. Le président pleure, il faut aussi pleurer. On ne recevra pas ce soir un jeune Italien. En 2019, il était, rendez-vous compte, le plus bel homme d'Italie. Eh bien, cette année, patatras, il a décidé d'être prêtre au détriment de toutes ces jolies dames qui voulaient justement l'avoir dans leur escarcelle. Voyez-vous, la vie est ainsi faite. Un coup, on est le plus bel homme. Un autre jour, on devient le prêtre le plus mignon de l'Église. Bonsoir. Bonsoir. La beauté retourne à son créateur. Bonsoir chez vous. Nous vous espérons en parfaite santé. C'est donc vendredi, la dernière de cette semaine. Et nos amis sont présents, mais on prendra langue avec eux juste après ceci. À tout à l'heure. Eh bien, c'est un dossier qui est ouvert. Il ne se refermera que le 16 décembre, on l'espère en tous les cas. C'est le dossier de la présidence, de la course à la présidence donc, du PDCI-RDA qui sera le sujet autour duquel Isabelle Vauvore, Élisée Bouloubeu, Barry et bien sûr Daouda vont se prononcer sur ce plateau, Christelle. Effectivement, André, on aura l'épilogue de cette saga, on va dire, du PDCI le 16 décembre. Mais avant, peut-être que dans les jours à venir, des nouvelles arriveront. Pourquoi? Parce que simplement, l'ex-bras droit donc de feu, le président Henri Konan Bédié, a vu sa décision être levée, justement, sa décision de contrôle judiciaire être levée par la justice ivoirienne. Qu'est-ce que cela donc pourrait changer dans le jeu qui se passe en ce moment au niveau du PDCI-RDA? On en parle justement avec nos invités, nos amis, nos chers amis. Et je commencerai, André, par Isabelle Vauvore. Isabelle Vauvore. Quelle est votre analyse de la situation, Isabelle? Sachant, Isabelle Vauvore, qu'il faut repréciser les choses pour nos téléspectateurs, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de décision officielle du comité électoral annonçant justement la liste des candidats, mais beaucoup de choses ont fuité et tout ça, ça fait parler. Donc à l'aune de ces informations-là, comme vous demande Christelle, comment analysez-vous tout ça? De façon globale, j'ai envie de dire que c'est une manœuvre politique que je pourrais qualifier de déloyale parce que pour le moment, il n'y a aucun communiqué officiel, en tout cas annonçant la liste des candidats retenus. Mais en tout cas, le comité qui a été mis en place pour justement aller à un consensus, j'ai envie de dire qu'ils sont plus ou moins en train de manipuler certains candidats de sorte à ce que ces candidats-là puissent se retirer de la course pour laisser vraiment le boulevard libre à Tidiane Thiam. En tout cas, c'est la première observation que je fais sur la chose. D'autant plus que des manœuvres qui sont en train d'être faites, le candidat Guy Kawe a pris acte de la décision qui a été prise par le comité en question. En tout cas, d'après le communiqué, on parle d'une réserve. Oui, voilà. Le comité a émis une réserve, en tout cas, quant à son contrôle judiciaire qui aurait été en cours parce qu'il a été suspendu, il a été supprimé, levé. Donc voilà, donc lui, il a pris acte, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est plus dans la course. En même temps, on a un autre communiqué justement du président Kopliboni qui dit que les pourparlers continuent
entre deux autres candidats. C'est là où en fait je parle de déloyal et de manipulation, parce que finalement Guy Kawe, qui n'a pas retiré sa candidature comme les autres l'ont fait au profit de Thiam, lui il a juste pris acte de la chose. Il faut savoir que prendre acte d'une décision, c'est vraiment en fait constater ce qui a été dit et voilà, tout simplement. Donc après que le communiqué issu du PDCI est signé donc du président, stipule en fait qu'il n'y a que 2 candidats pour la suite, notamment Yassé et Thiam, je trouve ça totalement injuste. Qui sont pour parler. Exactement. Je trouve ça totalement injuste. Voilà. Alors donc, tout à l'heure, il y avait à l'écran donc ce communiqué que vous voyez derrière nous. C'est un communiqué donc du PDCI RDA qui donne un peu le calendrier là très précis de la livraison de toutes les conclusions, c'est-à-dire la liste des candidats, etc. Parce qu'il y a une fête, vous savez, le président Houphouët-Boigny, on l'a dit hier, c'était la célébration, la commémoration des 30 ans de disparition. Le PDCI fait des festivités, donc tout ça, ça va décaler un tout petit peu justement le calendrier pour connaître l'ensemble des résultats. Élisée Bouloubeu, vous avez été témoin, comme nous, de l'arrivée de ce communiqué du président Kopli-Boni, et ça vous fait réagir. Oui, moi, non, sans vraiment être dans la peau de quelqu'un qui veut donner des leçons, je pense quand même que le communiqué du président Kopli a été un peu précipité, à mon avis, parce que c'est vrai qu'il est président du PDCI, mais dans la structuration et l'organisation de ces élections, il y a un collège électoral qui a été mis en place, ou du moins un comité électoral qui a été mis en place. Et je pense que pour tout ce qui relevait des informations relatives au processus électoral, c'est ce comité-là qui en réalité devrait produire des communiqués, donner un ensemble d'informations. Je pense que ce qui devait être, en tout cas pour moi, en termes de forme, c'est ce qui était plus ou moins logique en fait. Mais comment est-ce que vous analysez maintenant cette forme-là? Pour vous, ça pourrait signifier quoi? Que le président prenne les devants? Mais maintenant, voilà, c'est ce qui justifie en fait même que c'est un peu précipité. Vous voyez un peu, quand hier, alors que nous sommes tous réunis, on apprend que le contrôle judiciaire du professeur Kakou Gikawe est levé, oui. Alors que la veille, il y a un communiqué signé du président du parti qui dit donc que des réserves ont été émises et que le professeur Maurice Kakou a pris acte de ces réserves. Vous voyez du coup, entre ce qui a été dit il y a 2 jours et ce qui a été dit hier et éventuellement ce qui pourrait être fait demain, ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent mettre les militants dans la confusion. Il aurait été bien qu'on aille jusqu'au thème du processus et puis un communiqué lisible, bien et clair sorte, en tout cas qui statue, qui explique et qui mettait vraiment tous les militants au même niveau d'information. Restons un court instant avec vous, sans parler comme Isabelle. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que le président Kopli-Boni serait en train d'influencer le comité de contrôle d'homologation de ce collège électoral? J'apprêterai peut-être pas le thème d'influencer, mais je dirais qu'il tient des propos ou du moins il s'engage dans une voie qui peut en fait être comme une balle de rebond qui revient vers lui après. Parce que vous imaginez, quand vous finissez de dire, vous en tant que président du parti, vous finissez de dire que le professeur Maurice Kakou a pris acte de la réserve et autres, et que 72 heures après ou 48 heures après, le professeur Maurice Kakou est retenu sur la liste électorale finale, vous voyez que ça vous met un peu en situation inconfortable, vous en tant que président. Et ça peut d'une manière ou d'une autre affecter un peu cette autorité-là. C'est pourquoi je dis que c'était un peu précipité de sa part de faire un communiqué à ce stade de la procédure. Daouda, est-ce que vous partagez justement le scepticisme d'Élysée, où vous vous dites on assiste à ce feuilleton qui pourrait ressembler quand même à peut-être un peu de manipulation, forcément éliminer le capitaine Courage, le professeur Dikawe? Moi, je n'irai pas dans le sens de la manipulation, mais j'abonde un peu dans ce sens, parce que quand on sait que depuis un certain moment, le clan Gikawe s'était plaint de certains agissements du président par intérim du PDCI, M. Kopli, qui estimait que M. Gikawe devait démissionner, et tous ceux qui sont dans ce système. J'estime que ce n'est pas le moment. Quand on a regardé, je pense qu'on a eu à mener le débat sur ce plateau ici, quand on regarde le chemin que les choses ont pu prendre jusqu'à ce jour, tout est pratiquement mis en œuvre pour dérouler le tapis rouge à M. Tidiane Thiam. Mais malgré toute cette situation, M. Gikawe à aucun moment n'a dit, comme les autres, je retire ma candidature. Il dit, je prends acte de vos réserves. Bon, chemin faisant, ce qui inquiétait le comité électoral et le comité de conciliation, de recherche de consensus, finalement, mais cette inquiétude a été élevée. Donc, pour ma part, j'estime qu'à l'aune de ce que nous venons de l'information que nous avons, je pense que M. Maurice Kakou Gikawe peut être pris en compte dans la liste des candidatures. Mais en même temps, Daouda, il peut être pris en compte. Il y a ce... Je ne peux pas le communiqué.
Mais c'est pour cette raison que je dis que je ne parlerai pas de manipulation parce que le mot est assez fort, même pour moi. Mais ça peut créer des confusions dans l'esprit des gens. C'est ça qui est le plus important pour moi. Ça peut créer des confusions. Très bien. On a entendu ici manœuvre. On pose la question sur la manipulation, on demande confusion aussi. Confusion, est-ce que Kopli-Boni ne veut pas influencer le comité? Barry, vous dites quoi? Enfin, est-ce qu'au final, on n'est pas là dans un fonctionnement d'un parti qui recherche, j'allais dire, sa paix interne? Comment vous analysez tout ça, finalement? Moi, je pense que je dirais que le PDCI, depuis le début, on constate qu'ils sont dans une logique de consensus. Et la logique de consensus veut qu'un certain nombre d'acteurs représentant l'institution au sein du parti joue des coups tactiques. Moi, le communiqué, je l'appelle un coup tactique parce que le président, c'est comme s'il prenait au dépourvu l'institution en charge du processus électoral. Parce que depuis que ça a été annoncé, il y a deux institutions qui avaient été actionnées. Il y a l'institution qui était en charge de trouver un consensus entre les candidats pour n'avoir qu'un seul, c'est-à-dire un candidat consensuel. Et il y a entre griffes la commission électorale interne au PDCI. Donc ce sont ces deux institutions-là qui normalement devaient avoir à prendre la parole pour clarifier un certain nombre de situations, pour s'exprimer. C'est parce qu'on ne les entend pas qu'il y a toute cette confusion. Il y a des gens même qui pensent que je croise en ville, qui pensaient que déjà la liste des candidats était officielle. Et là, on se rend compte que ce n'est pas officiel. Rien n'est officiel. Le président, il devait normalement être celui qui prend de la hauteur, qui ne s'exprime pas, mais là, il essaie de lancer une balle. Pour vous, cela pourrait signifier quoi, par exemple? Pour moi, c'est un coup tactique pour déjà annoncer que le consensus viendra avec une seule candidature, parce que M. Gikawe, le seul grief qu'on avait contre lui, c'était du fait qu'il a été levé. Donc, il est potentiellement candidat. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier cette intervention du président? C'est-à-dire que de la première personnalité du parti, sachant que la commission électorale n'a pas rendu son verdict. Moi, je me dis que c'est un coup tactique pour essayer d'annoncer la couleur de ce qui sera annoncé le 9 décembre, c'est-à-dire le candidat unique du parti. Barry, vous parliez très bien d'ailleurs de consensus, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas analyser cette intervention du président Kopli comme étant une façon de forcer les uns et les autres à aller au consensus? C'est vrai, je suis d'accord avec votre coup, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de forcer sans que ce soit une manœuvre contre les intérêts du parti? Non, au PDCI, moi, je constate que les chefs qui dirigent le PDCI ont une double légitimité. C'est la légitimité traditionnelle et la légitimité légale. Monsieur Kopli-Boni se rend peut-être compte que le consensus, il est un peu difficile à obtenir. Donc lui, il s'est dit qu'en tant que président, en tant qu'aîné de tout le monde, il lance un coup tactique qui va faire réagir les différents candidats et qui va peut-être amener les candidats qui ne veulent pas le consensus proposé par le Conseil des sages à mettre un peu entre griffes de l'eau dans leur vin. Pensez-vous qu'il lance ce coup tactique-là de façon isolée? Non. Pas forcément de façon isolée, je ne pense pas. Je pense qu'il est en collaboration directe avec le Conseil des sages. Certainement qu'ils ont dû rencontrer les candidats. Ils ont fait part de leur volonté aux différents candidats. Naturellement, chacun des candidats va chercher à gagner, à obtenir quelque chose en retour. Ils ne vont pas se retirer pour soutenir X ou Y parce qu'il a de belles dents ou parce qu'il est grand gaillard. Mais c'est parce que politiquement, ils veulent aussi obtenir quelque chose, peut-être en griffe. L'un va vouloir être vice-président, l'autre secrétaire exécutif. Pourquoi ne pas être le vice-président en griffe si le candidat du PDCI gagne en 2025? Parce que, voilà. Très bien. Isabelle, quand on entend tout ça, vous qui avez parlé de manœuvre, est-ce qu'il y a un vrai risque que tout cela foute, permettez-moi l'expression, un peu de bordel dans le PDCI avec un consensus qu'on rejette, qu'on recherche et qui parfois peut être un consensus au détriment qui finalement est problématique. Bon, je pense qu'au niveau du PDCI, ils ont leurs règles. Et je vais peut-être convoquer l'histoire sur ce cas de figure-là, parce qu'en 1995, il n'y avait pas eu de consensus pour la municipalité, par exemple, à Cocody. Donc, faute de consensus, ils sont allés à une médiation. Et faute de médiation, ils sont finalement allés aux primaires. Donc, j'ai envie de dire que sur ce cas d'espèce, si le consensus ne réussit pas, ils peuvent aller en médiation et pour finir
aux primaires. Donc je pense qu'il y a toujours des voies de recours. Donc du coup, ce qui se passe là aujourd'hui, pour vous, ne correspond pas à l'histoire du PDCI par rapport à ce qu'ils ont fait par le J'ai passé. envie de dire quand même que le président par intérim du PDCI est un peu en train de forcer la main, en tout cas, pour que le consensus puisse se faire. Mais moi, ce que je trouve dommageable, c'est que ce consensus se fasse de manière déloyale au détriment donc, de la dignité et surtout des valeurs, en tout cas, de certaines personnalités qui sont candidats, comment dirais-je, au niveau du PDCI, et notamment le candidat Guy Kawe. Il aurait dû, en tout cas, être pris en compte, d'autant plus que son contrôle judiciaire, oui, a été levé. Alors, Daouda, le mot consensus revient très souvent. Essayons de réfléchir un peu, de réagir un peu sur ça. C'est quoi, pour vous, le bon consensus dans ce cas de figure au niveau du PDCI? Non, pour moi, déjà, quand on prend... allons sur la définition même de consensus, qui est de contenter tout le monde, mais dans un parti politique par le biais de la majorité. Aujourd'hui, rien ne dit que M. Tidjane Thiam a la majorité et rien ne dit que M. Guy Kawe a la majorité. Donc, dans ce consensus, je pense, pour ma part, que pour éviter toute cette conjugaison autour de « il peut, il ne peut pas », moi, j'aurais sincèrement voulu que le comité électoral et le comité de conciliation puissent laisser les militants du PDCI décider du sort des candidats. Pourquoi est-ce que je dis ça? On le sait plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, la majorité des militants, de base, oui. des militants du PDCI veulent Thiam. Non, bah ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites parce que le débat. Mais parce qu'au même moment, parce qu'au même moment, pourquoi est-ce qu'il y a en griffe? On a un certain blocus aujourd'hui. Mais c'est parce que M. Guy Kawe aussi a des partisans qui veulent qu'on puisse aller aux élections. Et pour pouvoir régler cette problématique-là, la seule institution au PDCI qui était capable de régler ce différend, c'est le Congrès. Mais ils n'ont pas écouté le Congrès. Ils ont décidé qu'au nom d'un contrôle judiciaire, en se faisant plus roi que le roi, finalement, la levée du contrôle judiciaire leur tombe en pleine figure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Élysée. Non, moi je pense que Daouda, il ne faut pas aller vite en besogne. Je pense que ce soit le président Kopli Boni, que ce soit le professeur Guy Kawe, que ce soit Tidjane Thiam et tous les autres acteurs au sein du PDCI, aujourd'hui sont tous conscients du contexte dans lequel se trouve le parti. Le parti vient de traverser une épreuve difficile, a perdu son leader charismatique qui depuis combien de décennies dirigeait le parti qui est parti. Donc il y a déjà et il y avait un risque. Aujourd'hui nous sommes en train de parler du PDCI qui est en train de préparer un congrès dans une semaine. Mais peu d'Ivoiriens pouvaient parier sur le fait que le PDCI reste encore homogène comme ça jusqu'à un congrès après le départ de Bédié. Donc il y a un effort qui a été fait par le PDCI qui nous a montré qu'il reste un parti quand même qui a des fondamentaux solides. Et ça, c'est important de le relever. Deuxièmement, je crois pour ma part que tous animés par la volonté, et puis bien le président Kopli, par la volonté de vouloir aller au consensus, c'est justement parce qu'on sait que sous nos tropiques, les élections, il n'y en a pas de petites. Que ce soit élection de quartier, que ce soit élection d'école même, chef de classe, on sait toujours que ça laisse des frictions. Donc on veut éviter déjà un parti qui est fragilisé, qui vient de perdre même son leader charismatique il y a à peine 2-3 mois. Donc il ne faut pas encore qu'on s'engage dans une voie qui pourrait être plus fratricide par la suite. Donc c'est ce qui motive les uns et les autres à vouloir aller au consensus. Et sur cette base-là, je pense quand même qu'on peut accorder du crédit au président Kopli. Peut-être que dans la démarche, il y a eu des failles. Peut-être que dans la démarche, il y a eu des failles, mais pour moi, c'est des failles qui ne sont pas de nature quand même à ouvrir une brèche qui va affecter négativement le parti. On peut toujours s'asseoir et discuter. Moi, je comprends ton point quand il parle de fissure. Mais la fissure que tu veux et qu'on veut éviter par le consensus, justement, est-ce que le fait d'écarter quelqu'un, même avec... C'est pas écarté. Non, c'est écarté parce que quand déjà, on n'est même pas arrivé à un point, au point culminant de l'affaire, que tu décides au nom d'une certaine réserve pour dire que comme il est sur contrôle judiciaire, mais malgré ce même contrôle judiciaire, la même personne a été votée députée, la même personne a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous, le PDCI, en votre sein, vous ne pouvez pas vous faire plus roi que le roi. On ne peut pas parler. Il faut chuter rapidement aussi. Je vous dis simplement que la fissure que nous voulons éviter en allant au consensus, ça peut aussi créer des frustrations. Très bien. Donc dans un cas ou dans l'autre, il faut pas rallonger Daouda. Il faut apprendre à être plus court. J'aimerais juste rajouter un truc au propos de Daouda. C'est juste qu'il faut noter aussi qu'il a l'immunité en fait, parlementaire. Donc du coup, ça le protège. Donc je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il a été écarté. Très bien, Barry. Moi, je pense que le président Kopli Boni et un certain nombre de personnalités du PDCI se situent dans un contexte.
Élysée l'a dit, le président Bédié est décédé. Mais avant le décès du président Bédié, je pense qu'on s'acheminait vers un congrès de plébiscite pour le président Bédié même comme président du parti. Là, Dame Vie a décidé que M. Henri Konan Bédié devait être appelé auprès de Dieu. Donc, il se retrouve face à une situation, le président Kopli-Boni. Est-ce que lui, il veut diriger un appareil où il y aura des scissions? Parce qu'on sait comment les élections se passent. Même il suffit, dans certains syndicats, ça finit avec des coups de poing. Mais là, lui, il veut fédérer son ensemble autour d'un idéal. Celui du retour du PDCI-RDA à la magistrature suprême de 2025. Donc, ils s'inscrivent dans cette logique. Même s'ils ne communiquent pas dessus, en réalité, ils veulent préparer un élément qui va leur permettre de revenir au pouvoir. Donc, pour ça, il ne ménagera aucun effort, et lui et le Conseil des sages, pour rassembler et fédérer tous les éléments, tous les acteurs qui sont en compétition dans le cadre de ce congrès-là. Très bien. Élysée, vous avez maintenant la capacité de réagir. Allez-y. Voilà, moi je pense déjà qu'il est important de faire des précisions. Parce que quand Daouda intervient et qu'il dit qu'on a écarté le professeur Maurice Kakou-Gikawe, jusqu'à preuve du contraire, le collège, le comité électoral n'a pas encore donné la liste. Donc on ne peut pas dire que le professeur Kakou qui avait été écarté. Il y a eu des réserves. Non, il y a eu des réserves, vous dites ça, mais est-ce que le communiqué du professeur Kopli-Boni qui acte que Gikawe ne fait plus partie de la recherche de consensus n'est pas assez clair? Parce qu'aujourd'hui, la recherche de consensus est entre Thiam et Yassé. Oui, mais voici qu'il y avait un contexte. Ce n'est qu'hier que vous et moi, assis ici, on a tous eu l'information de la levée du contrôle judiciaire. Regardez le communiqué du président Kopli-Boni, date du 6. Ça dit que c'est date d'avant-hier, en fait. Donc, lui, il était dans un contexte quand il écrivait ce communiqué. C'est pourquoi, en entame de mes propos, j'ai dit peut-être le communiqué était précipité. On aurait dû attendre pour aller jusqu'au bout avant de sortir un tel communiqué. Donc, c'est le contexte qui a prévalu. Mais aujourd'hui, devant la réalité des faits, est-ce qu'il y a eu un communiqué du président Kopli? Il n'a rien dit encore jusqu'à preuve du contraire. Le comité électoral n'a encore rien dit. Donc, on ne peut pas parler... Non, Élysée, justement, permettez-moi de vous interrompre. Vraiment. Oui, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas parler. À partir du moment où ce qu'on dit, c'est que sans avoir l'ensemble des informations, Kopli-Boni, le président Kopli-Boni a retiré Gikawe de la course. Donc, il n'a pas attendu d'être convaincu que Gikawe était dans l'incapacité. C'est ça qu'on ne comprend pas. S'il y avait une mesure, comme on l'a dit, le contrôle judiciaire était une mesure totalement définitive, parce que ce n'est pas une mesure définitive, c'est un contrôle judiciaire. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a été retiré. Donc, est-ce que c'était le rôle de Kopli-Boni de dire que désormais Gikawe n'est plus dans la course? In fine, en fait, ce qu'on ressent, est-ce que c'était son rôle? Auquel cas, est-ce que ça, ce n'est pas de nature à créer un peu plus de... Oui, mais André, vous mettez totalement de l'eau à mon moulin. C'est ce que je disais en entame de mes propos. J'ai dit ici que le communiqué, pour moi, du président Kopli était un communiqué précipité. Déjà, j'estime que sur tout ce qui concerne le processus électoral, tous les communiqués devaient être signés du comité électoral. Pour moi, ce n'était même pas le président de donner des informations concernant le processus. Ça, Élysée, vous l'avez dit. Mais en même temps, ce que André est en train de vous faire comprendre, c'est qu'après avoir dit ceci, on constate que nous sommes tous informés que la médiation ou le consensus est en train d'être géré entre deux candidats, mais donc le Tidiane Thiam et j'ai répondu à ça juste dans mes propos précédents. J'ai dit que quand vous regardez le communiqué du président Kopli-Boni, où la médiation est en train de faire entre deux personnalités, ce communiqué date de quand? Date du 6 décembre, c'est-à-dire avant-hier. La levée du contrôle judiciaire du professeur Maurice Kakou-Gikawe date d'hier. Donc, il était dans un contexte. C'est pourquoi j'ai dit, donc il était dans un contexte. Lui, le contexte sur lequel il s'appuyait pour dire qu'aujourd'hui, désormais, la médiation se fait en deux, c'est parce qu'il estimait qu'il y avait encore cette épée de Damoclès qui existait, qui pouvait exister à tout moment. Mais voici que cette épée de Damoclès est levée désormais. Donc là, on est tous obligés maintenant d'attendre le communiqué final du comité électoral qui doit logiquement sortir demain, qui va nous donner la liste des candidats. Par paralyse de forme. S'il s'est précipité pour faire un communiqué le 6 et que la levée du contrôle judiciaire est arrivée hier par paralyse de forme, je pense qu'aujourd'hui ou demain, on devrait avoir un communiqué. Non, mais c'est demain qu'on donne même la liste électorale. Donc la liste électorale se situera si il y a eu exclusion ou pas des candidats. Parce que c'est demain qu'est prévu sortir la liste électorale. On aurait pu avoir un communiqué. La liste des candidats, la liste des candidats. Non, attendez, on n'a pas beaucoup entendu Isabelle. Isabelle, non. Est-ce que vous pensez que tout ça est rattrapable? Est-ce qu'on peut se retrouver avec un Gikawe qui revient à la course ou pas? C'était le sens de notre question. Oui, si en tout cas le président par intérim est un homme de valeur et qui veut véritablement en tout cas avoir toutes les forces de son parti et avoir un président consensuel. À ce moment-là, oui, il devrait revenir dans la course. Barry, et puis on termine là-dessus. On pourrait avoir une candidature de M. Gikawe. Je pense que
à l'heure actuelle, on n'a pas d'éléments factuels pour dire qu'il est éliminé. C'est vrai que le communiqué du président prête à confusion, mais moi, je reste convaincu que des discussions continuent. Mais revenant à M. Gikawe lui-même, est-ce que le consensus ne lui serait pas plus profitable que d'aller aux urnes et de perdre? Parce que quand vous partez aux élections et vous vous faites battre, celui qui gagne, là, il n'est plus dans l'obligation de vous donner une fonction auprès de lui. Non, mais on peut trouver un accord consensuel où peut-être M. Gikawe est le vice-président du président qui sera élu. Non, mais vous après, êtes dans un scénario. on connaît le collège électoral et la plupart en fait, de ceux qui sont au niveau du collège électoral, ce sont des gens qui ont plus ou moins été déjà, comment dirais-je, côtoyés par le bureau politique. Voilà, c'est le bureau politique par Gikawe qui est lui-même le secrétaire exécutif du parti. Donc justement, je pense même que c'est ce pourquoi on veut l'écarter de la course parce qu'il a déjà en fait, en tout cas, voilà, il a déjà en fait ce collège électoral. Écarté, c'est trop fort. Avec lui, mais c'est... Enfin, c'est ce qu'on constate tous. Il a déjà ce collège électoral-là avec lui. Donc, en fait, c'est vraiment en fait, l'adversaire à éliminer, à abattre, en fait. Très bien. Très bien. Merci, Christelle, de nous dire qu'on a un peu fait le tour de la question. On ne vous avait pas prévenu, c'est vrai, pour la suite. Après le PDCI, on va prendre la route de l'intérieur du pays. Évoquer un sujet qu'on avait, d'ailleurs, on voulait l'évoquer, qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était le sujet sur l'orpaillage. On en a parlé la semaine dernière ici même. Et puis, notre reporter, Alain Canon, nous a fait, est-ce que c'était Alain? Non, ça c'est plutôt Charles Kouakou, nous a fait un petit reportage du côté donc, de Yamoussoukro, où justement la compagnie ivoirienne d'électricité se plaint des affres de l'orpaillage avec tous ces dégâts. Et on a voulu donc en faire un petit sujet et on revient en plateau pour en débattre et pour avoir votre avis là-dessus. C'est parti avec le petit reportage. Depuis 2008, les patrouilles et inspections des lignes de haute tension ont ressorti de fortes activités d'orpaillage aux abords des ouvrages lignes. Des actions de sensibilisation ont été réalisées avec l'aide des autorités locales de Boisflé depuis 2014 pour freiner ce phénomène et des moyens ont été dégagés pour la fermeture des 300 trous identifiés en 2010 et de 2383 en 2014. Cependant, l'on note une prolifération de ces activités qui s'exercent désormais à l'échelle industrielle. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, de nouveaux sites d'orpaillage ont été découverts en dessous des lignes haute tension dans la localité de Boisflé. Les conséquences, déjà, c'est toute une région qui risque de ne pas avoir d'électricité. Une région comme Daloa qui n'aura pas d'électricité. Une région comme Zonula qui n'aura pas d'électricité pendant de longues périodes. Parce que tout simplement, le support, la ligne sera inopérante, on ne pourra plus transmettre le courant dans l'électricité dans ces localités. Si ces sites d'orpaillage clandestins ne sont pas fermés, c'est tout le réseau de distribution d'électricité de Kossou et de Boisflé qui sera perturbé dans les mois à venir. On connaît l'importance donc de ce barrage hydroélectrique de Kossou avec tout un ensemble de réseaux, lignes haute tension. Et puis, on parle souvent de l'orpaillage avec ses conséquences, par exemple, sur des terrains, des villages, toutes les crises que ça peut créer. Et puis là, la compagnie ivoirienne d'électricité nous dit attention, il y a un vrai sujet sur l'approvisionnement en électricité, notamment dans les zones comme le barrage, on est dans la zone de Kossou, on pourrait être dans la zone de Soubré, Tabo, etc. Donc, est-ce que là, la sonnette d'alarme vous parle ? Qu'est-ce que vous pensez justement des autres conséquences qu'on n'a pas eu l'habitude d'évoquer de l'orpaillage clandestin sur des ouvrages comme ces ouvrages électriques d'Aouda? Déjà, je pense qu'il y a 2 semaines, on parlait encore de cette même question de l'orpaillage clandestin parce qu'au-delà de l'électricité, mais allons-y même sur la simple source de vie, l'eau, que ces orpailleurs clandestins polluent, la terre qui pollue. Les villages ou les terres qui s'accaparent. Mais c'est tellement dangereux et c'est à juste titre parce que c'est vrai que la compagnie ivoirienne d'électricité est en train d'attirer l'attention du pouvoir public. Mais pour ma part, j'estime que le pouvoir public même s'était même auto-saisi de cette affaire quand on sait qu'ils avaient lancé une brigade, ils ont mis en place une brigade qui a fait une descente dans beaucoup de coins où du matériel avait été réquisitionné. Donc, j'avoue que déjà, c'est une porte déjà ouverte que la compagnie d'électricité est en train d'ouvrir, en fait. Alors, Élisée Boloube, là, les risques sont très grands. Des régions risquent de ne pas avoir d'électricité. Au-delà de tout ce qui est information nationale, festivité de la Cannes,
il y a une vraie problématique. Oui. Moi, je pense que, j'espère hein, que pendant qu'on est en train de regarder même ce reportage, déjà, des décisions sont prises même pour fermer ces sites-là. Parce que je dis toujours, un individu, aussi fort soit-il, ne peut pas saboter un État à lui seul. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... Mais attends, soit on est dans un État, ou bien on n'est pas dans un État. Mais on ne peut pas permettre, quelle que soit l'importance ou le niveau ou la responsabilité que doit d'un État, mais que toi seul, tu sabotes tout ce que l'État a construit depuis des décennies. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quelque chose même qui doit s'arrêter dans l'immédiat même. C'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises pour qu'on arrête. Mais je pense mieux. Et je dis souvent, c'est vrai que les pouvoirs publics font des efforts. La justice fait son travail. Les forces de police et de gendarmerie font leur travail. Mais je crois qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'on brandisse aux yeux de la nation ceux-là qui nous font souffrir tant. C'est aussi important. Des gens qui s'adonnent à ces gens de trafic, quand on les arrête, peut-être que de la manière au niveau de la police criminelle, on nous expose de temps en temps ces criminels-là qui sont des bandits de grand chemin. Il faut qu'on expose aussi des gens qui sont auteurs, coupables de ces actes-là. Ça va peut-être nous aider aussi à un moment donné pour que certains comprennent qu'ils ne peuvent pas à eux seuls, saboter toute une nation. Isabelle Vauvor, ce n'est pas un trou, ce n'est pas deux, c'est plusieurs. L'élément est là, clair. Comment est-ce qu'on arrive dans une région, justement, avec toute la force publique qu'on a, à assister à cette prolifération, justement, de ce genre de situation? C'est là où la situation devient alarmante, parce que depuis 2008, il y a des patrouilles inspections qui ont déjà eu à identifier donc, tous ces sites d'orpaillage au niveau donc, des lignes de tension. Et je ne comprends pas pourquoi on arrive encore en 2023 à avoir cette exposition exponentielle en fait, de ce qui se passe. Donc moi, je me demande, est-ce que ce sont les campagnes de sensibilisation qui ne sont pas suffisamment efficaces, voilà, ou alors où se situe le problème véritablement? Il faut savoir aussi qu'en 2014, par exemple, c'est plus de 2000 trous qui avaient été trouvés. Donc, entre plus de 2000 trous en 2014 et aujourd'hui, en 2023, où on a explosé en fait, le compteur. Enfin, moi, je me pose sérieusement des questions pour l'avenir, en tout cas, de notre pays. Cette situation, c'est une situation qui met à nu un certain nombre de manquements au niveau institutionnel. Je pense que l'orpaillage clandestin, on en parle depuis plus d'une décennie parce que c'est une réalité néfaste. Et surtout, c'est une réalité pour moi qui peut menacer la sécurité intérieure d'un pays. Mais Barry, nous avons des brigades, nous avons quand même... Mais voilà. ce n'est pas seulement les brigades. Il faut du renseignement. Et le renseignement, c'est avec les citoyens qui habitent à côté des orpaillages clandestins. Vous partirez dans les localités où ces orpaillages clandestins sont protégés par les populations qui habitent autour parce qu'ils leur donnent un quota. Donc les forces de l'ordre, dans leur action, ne sont pas les seuls à devoir mettre fin à cette réalité-là. Il faut aussi que les populations coopèrent avec les forces de l'ordre pour que l'action sur le terrain puisse être efficace. Parce que vous prenez la Côte d'Ivoire, mais c'est toute la sous-région qui est menacée par ce système d'orpaillage clandestin. Très bien. Très bien. En tous les cas, permettez-moi de prendre comme ça votre chute. J'allais dire que la situation, vous l'avez tous dit, est alarmante, mais vous allez voir, la transition est un peu pourrie. Que peuvent faire les astronautes quand il s'agit justement de sauver nos lignes de tension? C'est de cela qui va être un peu question, bon, pas forcément, mais en tout cas, la Côte d'Ivoire s'ouvre un programme d'observation aussi du ciel, comme le feraient des pays assez sérieux. Et nous avons décidé d'avoir un invité qui va nous rejoindre tout de suite pour qu'on puisse parler d'astronomie et bien sûr évoquer la question sur comment ces docteurs en physique de l'espace vont nous faire découvrir l'astronomie. C'est quoi cet objet volant non identifié qu'est l'astronomie? On en parle avec notre invité. Monsieur Aziz Diaby Kassamba, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, vous êtes docteur en physique de l'espace. Oui. Et vous êtes également le président de l'association ivoirienne d'astronomie. Oui. Alors, pour les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui nous regardent, est-ce qu'en Afrique, justement, on a de quoi parler d'astronomie, nous? Bon, il faut dire que l'astronomie, c'est la science de l'observation des astres qui cherche à expliquer leur origine, leur composition physique et chimique. Donc, en Afrique, l'astronomie, elle est très ancienne. Ah oui? Oui. Nos parents, nos ancêtres, ils avaient l'habitude d'observer le ciel. Et même en Côte d'Ivoire, ici, on a l'habitude de dire que, par exemple, au nord, les musulmans, les vieux, ils regardent dans des canaries pour pouvoir déterminer le début du ramadan et tout. Ça aussi, ça, c'est l'astronomie. Oui, c'est de l'astronomie. Chacun a sa connaissance de l'astronomie.
Donc ça, ce sont les cosmogonies africaines. Ça. Donc l'astronomie, elle est très ancienne, très ancienne. Et qui faisait donc de l'astronomie. Voilà, ils faisaient de l'astronomie. Les Dogons, par exemple, ah oui, voilà, ils sont très poussés dans ce domaine-là. Très bien, Isabelle. Là, vous avez défini ce que c'est que l'astronomie, mais moi, j'ai envie de vous demander, en fait, quel intérêt pour la science et surtout pour les populations? Mais quel intérêt pour la science et surtout pour les populations? Bon, l'astronomie, en fait, c'est la combinaison de plusieurs sciences. Il y a les mathématiques, de la physique, de l'histoire, de la géographie et tout. Donc, nous vivons sur une planète. Nous devons chercher à connaître l'environnement dans lequel cette planète se situe. Parce que nous vivons sur la Terre, il y a des choses qui se passent dans l'espace. Est-ce qu'on a de quoi le faire? Parce qu'il y a toute une logistique à avoir. Voilà, il y a toute une logistique à avoir. C'est pour ça que l'association a été créée. Nous faisons la recherche en sciences spatiales. Okay. Nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au laboratoire de physique de l'atmosphère. Okay. Et donc, le but de l'association, c'est de pouvoir promouvoir cette science-là, pour pouvoir attirer le regard de nos autorités sur certains investissements qu'il faut dans ce domaine. Il faut qu'on observe le ciel. C'est bien. Est-ce qu'on peut se payer le luxe de travailler notre capacité à observer le ciel alors qu'on ne produit pas assez de riz, quoi, voyez-vous? Donc je ne sais pas, je suis un peu caricatural. Est-ce que c'est la priorité, en fait, voilà? Oui, en cherchant à observer le ciel, la recherche en astronomie, elle a abouti à plusieurs technologies. Par exemple, envoyer des satellites dans l'espace permet de cartographier notre territoire national. Donc, ça va aider dans la culture du riz, par exemple. Par exemple. Voilà. Barry? Bon, aujourd'hui, quand on regarde sur le continent africain, plusieurs pays tels que le Kenya, le Ghana, le Nigeria, je pense l'Éthiopie ont mis des satellites sur orbite. Alors, vous, en tant que spécialiste de l'astronomie, quel conseil ou bien quel est votre regard sur cette situation d'un point de vue global africain, mais aussi sur la Côte d'Ivoire dont on parlait, qui avait un projet de satellite avec, je crois, une entreprise française, si je ne me trompe pas. Donc, vous, en tant que spécialiste, quelle est votre lecture de cette situation? Bon, petit rectificatif, moi, je ne suis pas spécialiste de l'astronomie, je suis spécialiste des relations Soleil-Terre. Donc, moi, j'étudie les relations entre le Soleil et la Terre. Voilà. Donc, astronomie qui englobe tout cela. C'est ça. Voilà, donc nous sommes dans l'ensemble astronomie. Donc, il est important pour la Côte d'Ivoire de pouvoir promouvoir cette science-là. Comme vous l'avez dit, nos pays voisins sont très poussés, très avancés dans ces sciences-là. Et développer l'astronomie en Côte d'Ivoire pourrait permettre de développer plusieurs autres secteurs, par exemple. Très bien. On a besoin de scientifiques. Voilà, on en manque cruellement. Au-delà de la cartographie, tout à l'heure, vous avez parlé de cartographie. Qu'est-ce que l'astronomie peut apporter concrètement à la Côte d'Ivoire? André parlait de production de riz et de tout. Par rapport aux ressources stratégiques que le pays a, qu'est-ce que l'astronomie peut apporter par rapport à ça, en dehors de la cartographie? Concrètement. Alors, donc, vous savez, l'astronomie, elle est très vaste. Elle est très vaste. Quand on dit astronomie, déjà, on a dit observation des astres. Donc, il faut des satellites puissants qui vont pouvoir observer dans le fin fond de l'univers. Donc la question de la communication. Voilà, la communication, les télécommunications par exemple. Donc si on n'envoie pas des satellites dans l'espace, dans le ciel, on ne peut pas communiquer. Si on n'envoie pas des satellites, on ne peut pas avoir de la télévision, les avions par exemple, c'est des satellites qui sont en orbite pour pouvoir communiquer. Et aussi le renseignement. Le renseignement aussi. Aussi le cadastre. Voilà, nous pouvons permettre, par exemple, il y a des conflits en Côte d'Ivoire ici sur les délimitations des terres. Oui, avec le Ghana, on se dit, c'est vrai que ça a été tranché. Donc ça va permettre de délimiter les territoires pour ne pas qu'il y ait de conflits. Ça va permettre la localisation, par exemple, le GPS Glovo, par exemple. Élisée. Actualité oblige, en ce moment se tient la COP28, parce que vous êtes informé à Dubaï. Aujourd'hui, quel est l'impact d'une telle science comme l'astronomie dans la lutte contre le changement climatique? L'impact d'une telle science, bon, en fait, moi, par exemple, mes recherches, j'utilise beaucoup de données. Ce sont les données que j'utilise, c'est de la modélisation que nous faisons. Voilà, parce que nous, étant donné que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les instruments, les observatoires et tout. Nous utilisons seulement les données. Et les modèles. Voilà, et les modèles. Voilà, donc nous, à notre niveau ici, localement, il n'y a pas d'impact sur le réchauffement. Vous avez des difficultés pour mesurer. Voilà. Daouda, dernière question. Pas les mesures. Maintenant, en fait, je vais poser deux questions
Très rapidement. Et on revient sur son tour. Aujourd'hui, vous êtes à l'université de Cocody, vous parlez des difficultés, donc concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre association pour que vous puissiez avoir de l'aide? Et maintenant, deuxième question, vous avez lancé un astro-tour. L'astro-tour, hein. Voilà, donc dans cet astro-tour, concrètement, pourquoi vous avez lancé cela? Quel a été le bilan de ce tour? En gros, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, donc, comme je l'ai dit, les objectifs de l'association, l'un des objectifs, c'est de promouvoir les domaines scientifiques. Parce que nous voyons que de plus en plus de jeunes laissent les filières scientifiques. Dans nos lycées, les filières scientifiques ne sont pas populaires. Donc, en faisant la promotion de l'astronomie, on fait la promotion de la physique et des mathématiques, des sciences. Alors, donc, nous avons lancé l'Astro-Tour. Nous avons été soutenus par Spacebus France, une association française. On a des autres qui sont venus, 4 Français. Et nous avons parcouru les écoles ivoiriennes pour pouvoir montrer un peu des concepts qu'on a étudiés à l'école. Par exemple, les éclips, les différentes phases de la Lune, la conquête spatiale aux élèves. Et nous sommes allés d'Abidjan jusqu'à Korogo, en passant par Yamoussoukro-Bouaké. Et ça a eu du succès. Les enfants ont vraiment apprécié cela. Et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons les moyens de pouvoir faire la 2e édition. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander? Nous vous demandons du soutien à l'association parce que vraiment, on n'a pas vraiment de soutien. On fait avec les moyens de bord. Et nous encourageons des gens, la population, les passionnés, à nous rejoindre à l'association. Et vous avez besoin de combien concrètement pour être financé? Voilà, nous avons des télescopes. On a besoin de télescopes. Voilà, des télescopes. Des ordinateurs, par exemple, on peut utiliser un télescope là pour pouvoir observer, par exemple, la Lune, voir le croissant pour aider la communauté musulmane, par exemple, avec le début du Ramadan. Très bien. Voilà. Alors, on sait que qui maîtrise le ciel contrôlera mieux la terre. Oui. Est-ce que vous, dans votre processus, vous vous dites il faut qu'in fine, on arrive à pousser les étudiants, les élèves, à partir de la seconde C jusqu'à un terminal C et plus, à créer ici, enfin en Afrique, avec les camps STEM, on arrive à créer des panneaux solaires, à faire pas mal de choses. Est-ce que vous, dans votre politique, vous vous dites, on va commencer à créer, par exemple, parler de télescopes? Est-ce qu'on peut le faire de façon, je ne dirais pas traditionnelle, mais est-ce qu'on peut le faire ici en Afrique, tout ceci? Dernière question, hein, Christelle. Bien sûr, nous avons les moyens de le faire. Nous avons des pôles de technologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Très bien. Et on a des étudiants même au laboratoire qui ont fabriqué une fusée. Oui, on a essayé de la faire décoller. Bon, elle a décollé d'1 mètre. Mais c'est un début. C'est un début. Tout a commencé. Les frères White n'ont pas fait voler l'avion. Voilà, les Américains ont commencé comme ça. Petit à petit. Voilà, donc petit à petit, nous avons. Merci, docteur Aziz Diaby Kassamba, avec l'Astro-Tour, cette édition ivoirienne donc, qui va permettre au grand public de découvrir ce que font les jeunes Ivoiriens, en tout cas, et bien sûr la recherche ivoirienne en matière d'astrologie. Merci, hein, c'est très gentil d'être passé nous voir. Ceux qui vont arriver tout à l'heure, ceux qui, en tout cas, ils étaient déjà là hier, et puis lui, il n'a pas pu parler, on s'est dit, bon, on va lui accorder un instant pour parler au peuple des jeunes du RHDP. Et il a gentiment voulu répondre à notre invitation. C'est bien sûr le candidat que vous allez présenter maintenant, Christelle. Voilà, il s'agit donc du candidat Traoré Moussa. Voilà, candidat Traoré Moussa, voilà. Bonsoir et merci d'être là. Hier, vous n'avez pas pu passer avec les autres candidats, qu'on remercie déjà au passage. Prenez votre micro. Pour qu'on puisse comprendre un peu, quel est votre programme? Pourquoi vous voulez être président? D'accord. Merci bien, Christelle. Il faut dire que je suis Moussa Traoré. Oui. Je suis candidat à l'élection du président national des jeunes du RHDP. D'accord. Et j'ai décidé d'être candidat parce que, après avoir fait plusieurs constats, il est important aujourd'hui de redynamiser notre jeunesse, de pouvoir présenter notre jeunesse sur le plus beau visage. Et aujourd'hui, nous avons fait un préalable, c'est-à-dire quoi? Nos anciens dirigeants qui étaient à la tête de cette jeunesse ont échoué en griffe sur un certain immobilisme. Vous êtes très offensif. Nous n'avons pas senti véritablement la jeunesse. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est important pour nous de démontrer notre dynamisme au sein du parti, le RHDP. Vous vous dites, vous arrivez parce que vous avez fait un constat d'échec. Tout à fait. C'est déjà une rupture avec l'ensemble des autres candidats qui étaient un peu plutôt consensuels. Hein. Et c'est l'immobilisme que vous dénoncez. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qui faisait que ça ne bouge plus trop au niveau des jeunes? D'accord. Déjà, à notre niveau, il faut savoir que je suis un militant de base. Ouais. J'ai fait mes classes au sein du RHDP.
Et aujourd'hui, cette candidature est portée par mon secrétaire départemental, M. Zoré Mesme. Il faut savoir que parmi les 27 candidats, je suis le seul qui est porté par son secrétaire départemental. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'à travers mon secrétaire départemental, c'est l'ensemble des secrétaires départementaux du RHDP qui portent ma candidature. Est-ce le secrétaire départemental qui est votre mentor, juste pour comprendre? Non, ce n'est pas mon mentor, c'est mon premier responsable politique. Vous savez, notre parti est bien hiérarchisé. Aujourd'hui, nous pensons que lorsque votre candidature est portée par votre responsable politique, c'est parce qu'il vous fait confiance. C'est parce que vous avez démontré, de votre preuve politique. Et aujourd'hui, nous estimons que nous avons plein pouvoir pour pouvoir remplir cette tâche qui est très essentielle pour le RHDP. Monsieur Traoré, vous êtes très offensif vis-à-vis de vos anciens responsables. Justement, qu'est-ce que vous comptez faire pour vous démarquer des anciennes pratiques que vous dénoncez? Quels sont les grands axes de votre programme? Et ne pas retomber dans l'immobilisme. Merci beaucoup. Il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, on a eu à faire le parti. Et aujourd'hui, pour moi, il était important de mettre en place un programme très dynamique. Et ce programme, nous l'avons dénommé avec mon équipe de campagne le programme CER. Il s'agit de solidarité pour le S, le E, l'engagement, et R, la responsabilité. Donc, à notre niveau, il s'agit de mettre en place un fonds commun de solidarité. Ce fonds permettra de financer les événements heureux ou malheureux pour l'ensemble de nos jeunes, pour les 350 départements politiques. Après avoir mis en place ce fonds commun de solidarité, nous souhaitons mettre un accent particulier sur l'insertion professionnelle de nos jeunes. Parce que pour nous, c'est une réalité. Nos jeunes ont besoin d'être casés politiquement. Nos jeunes ont besoin d'être casés au plan professionnel. Et aujourd'hui, il est important de remarquer que l'autonomisation est plus qu'importante pour nos jeunes. Enfin, par rapport à la responsabilité, nous souhaitons mettre un plan, une école du parti. Parce que pour nous, il faut former nos jeunes. Il faut former nos jeunes sur l'idéologie politique. Il faut former nos jeunes sur tout ce qui est les débats politiques. Bref, il est important de mettre en mission nos jeunes par rapport à l'engagement. Et pour nous, par rapport à l'engagement, nous avons mis un prix en place, ce que nous appelons les awards de la jeunesse. Très bien. Et nous souhaitons déployer cela le plus rapidement possible. Vous parlez beaucoup de jeunesse dynamique, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le dynamisme de cette jeunesse-là va se matérialiser par ce que j'appellerais par exemple la rucratie, c'est-à-dire que quand il y a un événement, on appelle les jeunes pour sortir, que ce soit un événement bon ou non, voilà, pour venir dénoncer les choses dans la rue, ou encore le fait que les jeunes soient des faire-valoir, c'est-à-dire faire ces classes placer les chaises, etc. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est très responsable. Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un accent sur l'engagement. Vous savez, aujourd'hui, les enjeux qui s'annoncent pour nous en 2025 sont très énormes. Nous préparons déjà les présidentielles de 2025. Aujourd'hui, pour nous, il est important de remobiliser la base. Il est important aujourd'hui de matérialiser notre engagement au niveau de notre parti. Donc, en réalité, il ne s'agira pas d'infantiliser la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est responsable, elle est engagée et elle est prête à aller au front. Une question, Traoré Moussa, pour vous. Traoré Moussa, vous avez parlé de formation tout à l'heure. Est-ce que ça dit qu'au niveau du RHDP, la formation n'est pas bonne? Et rapidement, il y a un institut politique, Amadou Gon Coulibaly, qui existe, qui a été fait à la mémoire de feu le Premier ministre. Cet institut, il ne forme pas des jeunes du RHDP? Merci bien, Daouda. Il faut dire qu'aujourd'hui, au sein de notre parti est très bien hiérarchisé. Nous avons le présidium, nous avons le directoire et nous avons le secrétariat exécutif. Au niveau de ce secrétariat exécutif, il y a différents organes, notamment le secrétariat national en charge de la formation, qui s'occupe pleinement de la formation des jeunes. Ce que nous disons aujourd'hui, nous souhaitons apporter notre contribution. Nous souhaitons apporter notre virginité politique. Parce qu'en réalité, nous avons fait nos classes dans ce parti. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint un certain niveau, mais pour nous, il est important de démontrer également notre efficacité pour ce que nous avons fait à Yopougon. Aujourd'hui, lorsque la restitution du parti a commencé, pour terminer véritablement, il faut dire que ce programme CER, il est plus qu'important pour nous et nous souhaitons démontrer notre capacité à la tête de la jeunesse du RHDP. En tout cas, merci pour votre engagement d'être venu comme ça, parce que vous vouliez vous adresser aux autres jeunes qui avaient besoin d'entendre votre discours. C'était Traoré Moussa, candidat donc aux élections qui auront lieu demain, ici même à Abidjan, du côté donc du parc des expositions d'Abidjan, Christelle. Plein succès à vous, comme on l'a dit, on vous le dit comme on l'a dit aux autres candidats. Merci bien, c'est gentil. Alors nous, on va faire une pause, André. On se retrouve tout à l'heure. C'est la deuxième partie de la semaine, voilà, de notre rendez-vous de tous les soirs à 19h, 20h30. Et il est 20h et quelques 13 minutes, on a rallongé un tout petit peu toutes les séquences donc, pour que nous puissions parler d'un autre programme de Live TV
Live TV que vous retrouvez sur les canaux suivants. Pour ce qui est du bouquet Canal+, le canal numéro 6, vous allez voir, ça ne va pas être bien différent pour la TNT. C'est aussi le canal numéro 6 et puis tous nos canaux sur les réseaux sociaux. Christelle, je disais qu'on parlerait là à l'instant d'un programme de Live TV. Tout à fait, il s'agit donc de Jeune Mansa et on a le privilège de recevoir ce soir les 3 finalistes qui sont là. Nous avons donc la spécialiste de la transformation de mangue en jus, Madame Aïcha Diaby. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Farid Ouattara, vous avez un projet pour améliorer dans le domaine de la livraison. Voilà, la livraison. Et puis, Monsieur Goli Pierre Boni, vous êtes dans l'agroalimentaire, la transformation de la tomate. André, il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a quand même une belle cagnotte au bout de 100 millions de francs CFA, André. Alors, beaucoup sont parfois assis, je ne sais pas, très très loin, s'ils suivent bien les programmes de Live TV. Ils parlent de choses, bon, je ne vais pas critiquer, mais en tout cas, venez à Live TV, il y a de tout. Il y a ce Jeune Mansa, qui est un programme extrêmement important, qui va pousser des jeunes qui ont des projets à les présenter, à se faire accompagner. Ils pitchent, on leur donne des indications, ils sont là, ils ont participé à ce concours. Il en reste 3. On va découvrir tout ça samedi prochain. Ce sera donc le grand final. Et pour partager leur expérience, on a voulu les recevoir ce soir. On va commencer quand même, Christelle, par notre très chère Aïcha Diaby. La transformation de jus de mangue, c'est quoi? Vous êtes parti de quelle idée? Vous vous êtes dit quoi? De quel constat sur la place ivoirienne? À la base, j'étais vendeuse à l'étal. Je vendais des fruits au bas de mon immeuble. C'était plus pour subvenir aux besoins. C'est ça. J'avais perdu mon emploi, divorcé, j'avais les enfants à nourrir. Puis bon, il me restait un dernier billet de 1000 francs ce jour-là. Donc j'ai acheté des fruits pour les revendre. Et puis, au bout d'un an, ça a commencé à bien se comporter. J'ai rajouté d'autres fruits à l'étal, la mangue, l'orange. Et puis bon, une fois, je recevais ma cargaison via les transports. Et arrivé à Boaké, il y avait les mutineries. Et puis là, les mangues sont restées 3 jours, je crois. Donc, quand les mangues arrivent à Abidjan, elles sont toutes mûres. Ouais. Donc, c'est de là que tout est parti. J'ai posté ma mésaventure sur les réseaux sociaux. Et des amis m'ont conseillé, mais transforme. Voilà, donc je transforme. Et puis, bon, à partir de là, je m'intéresse plus à la mangue. Je découvre que c'est un trésor inexploité pour la Côte d'Ivoire. Et vous savez, permettez-moi d'entrer un peu dans votre histoire, enfin, puis dans votre expérience, les amis. Quand vous parlez de mangue, moi, j'ai toujours été scandalisé par, je pense pas que je me trompe, la mangue, c'est l'un des fruits les plus gaspillés en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Parce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, il y a des manguiers partout, dans toutes les cours, les écoles, derrière des champs. Et sans oublier que même ceux qui ont des plantations de mangue, vous pouvez me dire, c'est sous votre contrôle, pratiquement une bonne partie des récoltes 60% qui finissent complètement Elle a dit, André, et donc c'est très intéressant ce qu'elle décide de faire. La mésinformation de ce que nous avons à côté qui peut nous rendre riches en millions et en milliards. C'est cela. Mais là où j'aimerais que vous puissiez réagir, c'est sur le mindset de départ. Vous avez 1000 francs pour démarrer. Généralement, on se dit, il faut que le gouvernement me finance à hauteur de millions, je n'ai pas assez d'argent. Et il y a pas mal de jeunes qui sont là, qui attendent d'avoir la cagnotte pour démarrer. À quel moment on se dit, ce billet de 1000 francs, il faut que je le rentabilise pour qu'il me donne à manger? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? À ce moment-là, c'était plus de la survie. La survie. Mais après, j'ai suivi un programme de formation Entreprendre à 0 francs qui m'avait déjà préparé à travailler à partir de rien. Donc, quand on devait passer à l'étape de transformation, j'ai juste récupéré mon mixeur à la maison. J'ai juste acheté quelques bouteilles en plastique. Mais dès le départ, quand j'ai compris quel est le potentiel de la mangue, je voulais être très compétitive. Mais je savais que je n'allais pas l'être dès le départ. Donc j'ai acheté ce qu'il y avait sur le marché, des petites bouteilles en plastique. Mais au fur et à mesure, au fil des années, j'ai adapté mon conditionnement jusqu'à être compétitive aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez une question pour un autre candidat? On reviendra évidemment. Oui, moi j'ai envie de connaître le storytelling, en tout cas des deux autres candidats. Voilà. On commencera donc par Farid Ouattara. Allez-y, vous êtes pour un projet de livraison. Quel est le problème dans la livraison que vous avez identifié?
Alors nous, déjà pour notre part, FacoDrop, on est la première application de livraison Made in Côte d'Ivoire. Donc application. Application de livraison Made in Côte d'Ivoire. On est le premier service écologique de livraison en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des motos électriques. Ah, super. Donc pas qu'en Côte d'Ivoire, même en Afrique de l'Ouest, on va dire. Ouais. Donc c'est un peu notre particularité pour FacoDrop. Je commençais par parler problème. Oui, allez-y, Christelle, je commençais par parler de problème. C'est-à-dire que vous avez identifié sans doute une problématique Exactement. précise, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a de la livraison un peu Exactement. partout, il y a des acteurs plus ou moins importants. Qu'est-ce que vous avez identifié, vous, et qui fait aujourd'hui votre succès? Exactement. Le premier point, c'est le manque de qualité. Très bien. Par rapport aux livraisons en elles-mêmes, le rapport aussi au niveau client et service. Aujourd'hui, on constate que les services clients ne sont pas très développés ou ne sont pas très performants. Les clients ont l'impression que, bon, ok, je prépare ma commande, enfin, je fais ma livraison, mais après, je suis laissé comme ça. Après, pendant la commande, il n'y a vraiment pas de suivi. Service après-vente. Avec du service après-vente et tout. Donc, nous, vraiment, notre particularité, on mise vraiment sur cette proximité avec les clients, avec un service client qui est là tous les jours de 9h30 à 2h du matin, que ce soit par mail ou au téléphone, pour répondre vraiment aux besoins, pour guider ceux qui ne sont pas trop adeptes des applications, pour bien prendre en main notre application, pour répondre à certains besoins pendant les livraisons et même après. Et vous avez démarré avec combien de francs CFA? Alors nous, pour notre part, bon, ce n'est pas une histoire comme celle d'Aïcha, mais alors nous, on a démarré avec 8 millions. Donc moi, de base, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Je suis venu m'installer en septembre 2022. De base, je travaillais en France et je ressentais ce besoin-là parce que j'étais un adepte des services de livraison là-bas, vu que je vivais seul et tout. Souvent, quand tu rentres du boulot, vous vous êtes dit ça peut marcher en Côte d'Ivoire? Ça peut marcher en Côte d'Ivoire. J'avais déjà commencé en 2021, mais c'était une phase test. Et il n'y avait pas d'application, il n'y avait vraiment rien. C'était juste une phase test que j'ai fait pendant 3 mois pour voir comment les gens allaient répondre vraiment à ce besoin-là. Et j'ai trouvé vraiment des trucs qui étaient intéressants. Du coup, je suis retourné en France, je me suis formé et je suis revenu en 2022 pour ça. En face de vous, vous avez Goli-Pierre Boni. Je voulais d'abord finissons, comme il n'a pas encore parlé, commençons avec lui. D'accord, Monsieur Boni, vous êtes dans la transformation de la tomate, c'est ça? Oui. Parlez-nous un peu de cette transformation-là. Comment ça se passe? Comment vous êtes rentré dedans? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? D'accord. Moi, de base, je suis fils d'agriculteur. D'accord. J'ai vécu dans les champs et j'ai été scolarisé. J'ai eu mon diplôme en agronomie grâce au vivrier et puis au maraîcher. Et après le diplôme, j'ai travaillé dans des structures comme le CNRA. Je travaillais avec... Toujours dans le milieu agricole, quoi, agricole. En fait. Et après cela, j'étais dans l'encadrement, l'appui conseil et puis la structuration. Et j'ai vu qu'au niveau des fruits et légumes, il y avait des fruits et légumes qui périssaient. Lorsque... Ça a été le déclencheur pour vous. Oui. Vous étiez, vous, dans l'encadrement, vous êtes attendu. Si moi-même, j'étais en devenant entrepreneur, vu qu'il y a quand même pas mal de gaspillage. Les périodes de mes ventes, lorsqu'il y a une abondance. Et le cas de la tomate est très, je peux dire, critique, puisqu'il y a eu en 2017, d'après, comment on appelle, les études du projet Propacom, ProDesem, plus de 80 000 tonnes l'année où il y a eu les fruits de tomates qui ont pourri dans les champs des agriculteurs. Et je me suis dit, on les aide à mieux produire, mais s'il y a des périodes où ils n'arrivent pas à vendre, où il y a des problèmes de pourriture dans les champs, il y a des problèmes d'acheminement vers les grands marchés, il faut penser à autre chose pour mieux les aider, pour qu'ils puissent vivre de leur métier en tant que fils d'agriculteurs. Et c'est de là qu'est partie la transformation de la tomate en concentré de tomate, en ketchup et puis en triple concentré. Une question un peu transversale, c'est vrai qu'on a vu toutes vos expériences, mais quelque part, il y a la question financière, parce que Mansa, Jeune Mansa, c'est quand même un concours pour avoir une entrée de 100 millions. Alors, dans tous vos différents parcours, à quel moment la question financière, parce que beaucoup de jeunes en parlent, l'argent, tout ça, comme l'a dit Christelle, c'est à quel moment vous vous êtes dit, j'ai la meilleure idée, j'ai tout le fonctionnement qu'il faut, mais l'argent, ça peut être un atout, j'allais dire, déterminant. À quel moment vous avez commencé à vous poser cette question? Je ne vais pas dire, vous n'avez pas atteint un certain plafond, mais est-ce que c'était au début, au milieu, enfin, la question du financement? Commençons par Aïcha, Djebi. Oui, pour le financement, moi, depuis le départ, j'avais compris que je voulais aller à l'industrialisation. Ouais. Et l'industrialisation, c'est d'énormes moyens, de gros moyens.
Donc, bêtement, au départ, je me suis dit, bon, retourne en entreprise, va travailler, essaie d'économiser et puis reviens. Mais bon, après, j'ai compris que ce n'était pas ça. Ça ne fonctionnait pas. Donc, il fallait travailler déjà pour faire mes preuves et aussi pour apprendre. C'est vrai qu'on a les formations, mais la théorie et la pratique n'ont absolument rien à voir. Donc, pendant toutes ces années, j'ai appris. J'ai appris sur le terrain, j'ai appris par l'expérience, j'ai appris dans l'échec. Et c'est après avoir acquis tout cela que je me suis dit, bon, voilà, on peut rechercher un bon financement et puis passer à l'échelle. Alors, nous, pour notre part, une application, ça coûte cher. Pour le développement, l'acquisition de motos électriques aussi, ça coûte cher. Donc, dès le départ, on savait qu'on avait besoin quand même pour ce projet de fonds assez conséquents quand même pour commencer. Donc, ce que nous, on a fait, j'ai commencé d'abord sur fonds propres avec de l'épargne que j'avais, mais j'ai aussi fait de la love money. C'est-à-dire que je faisais des séances Zoom avec des gens que je connaissais ou des gens que je ne connaissais pas, où je présentais le projet. Et je donnais, par exemple, si vous mettez 500 €, vous aurez tel d'ici tel. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir tous les fonds pour commencer. D'accord, très bien. Et vous, M. Goli? Moi, mon cas, c'est que je suis parti après 10 ans d'expérience dans ce domaine. Décidant de m'installer dans la transformation, je suis parti avec un fonds que j'avais. C'était seulement que 2 500 000. 2 500 000, oui. Et j'ai commencé à vendre mon projet. J'ai participé à d'autres incubations où on a pu avoir un prix aussi qui nous a permis d'avoir une petite unité pour aller commencer la transformation. Et lorsque le Jeune Massa a été lancé, la première édition, j'ai été à la première édition. Ouais. Et j'étais à la villa aussi. Et après le premier tour, j'ai été retenu, mais j'avais eu un problème parce que j'avais ma maman qui vivait avec moi à Boisflé. Et elle était très malade. C'est ça. Et j'avais abandonné. C'est ça. Ce que vous dites là, c'est très intéressant. C'est la vie de l'entrepreneur. C'est-à-dire qui est parfois son projet impacté par des problèmes de vie, des contingences familiales. Ce que peut ne pas comprendre un salarié, même s'il a ses problèmes, mais ne peut pas comprendre l'impact sur la vie de l'entreprise. Donc je veux dire un salarié, mais sur la vie de l'entreprise tout court. Et ça fait que vous n'avez pas pu continuer. Sans doute, on va revenir sur votre histoire. Isabelle voulait parler. Oui, ils ont en tout cas tous les trois des histoires qui sont très touchantes, hein, mais il y a quelque chose en tout cas que M. Ouattara a dit qui m'a interpellée, c'est vraiment au niveau du secteur des transports. Quand on sait aujourd'hui que le prix du carburant a augmenté, vous dites, vous venez avec des motos en fait électriques. Ça peut être une solution en tout cas à l'augmentation du carburant, mais en revanche, acquérir des motos électriques, ça coûte très cher. Donc comment est-ce que vous allez réussir à développer ce projet-là sur l'ensemble du territoire national? Donc, alors, pour notre part, comme vous l'avez dit exactement, ça a coûté vraiment très cher, raison pour laquelle on a commencé d'abord avec la Love Money, et on a essayé de prendre des motos d'entrée de gamme par rapport au coût. Donc ça fait que, raison pour laquelle on... Ça veut dire quoi, des motos d'entrée de gamme? C'est-à-dire qu'il y a certaines catégories il y a plusieurs catégories de motos électriques, et en fonction de l'autonomie, donc c'est-à-dire une fois qu'elle est chargée complètement, la distance que celle-ci pourra parcourir, et au niveau de la vitesse. Donc nous, pour le départ, on a commencé avec 50 km d'autonomie et une vitesse aussi de 50 km, ce qui ne nous permettait pas de couvrir tout le grand Abidjan. Donc nous, l'objectif, c'était d'avoir une promesse de livraison de 30 minutes maximum. Donc ce qu'on a fait, on a commencé que par Cocody. Donc on s'est dit, on va commencer par Cocody, on va faire de notre qualité vraiment un point fort de notre image. Et une fois qu'on aura conquis Cocody, ensuite, avec les revenus qu'on aura, se développer, agrandir, chercher des motos plus performantes et aller dans toutes les zones d'Abidjan. C'est comme ça. Alors, vous êtes tous des entrepreneurs, vous participez au concours Mansa, mais je veux savoir au niveau de vos différentes entreprises ou de vos différents projets, est-ce que vous travaillez avec des partenaires? Si oui, vous employez combien de personnes déjà? Alors, à la base? Pour ma part, moi j'ai 4 cadres d'abord et ensuite j'ai 15 livreurs. Et les autres? Vous employez? Moi, j'emploie 7 personnes aujourd'hui. Et vous, M. Boni? Moi, 10 personnes. 10 personnes. Puisque vous avez la parole, M. Boni, votre unité de transformation est située où? À Boisflé, dans la Maraoué. À Boisflé. Et ça, c'est ce qui est aussi intéressant dans tous vos parcours, dans ce jeune Mansa, c'est que tous les projets ne sont pas des projets citadins à Abidjan. Il y a aussi des projets qui impactent justement le milieu rural.
Et ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que sur Boisflé, on commence par vous et puis après, est-ce que sur Boisflé, justement, ce type d'unité industrielle commence à avoir pignon sur rue ou bien vous êtes vraiment un pionnier? Parce que moi, j'ai fait Boisflé, il y avait Solibra. Oui, je pense qu'au niveau de la transformation, d'ailleurs, je suis le président du REMA, le réseau des entrepreneurs de la Marawi. Donc, nous travaillons avec tous les entrepreneurs et on est beaucoup axé sur la transformation pour donner une valeur ajoutée aux produits locaux. Maintenant, essayons de parler un peu de l'expérience que vous avez justement dans la villa, à la rencontre de ces grandes personnalités, ces coachs avec qui vous échangez, ces personnes-là. Quelle est l'expérience que vous retenez? Quel est le bagage que vous avez? Même si vous n'aviez pas le prix, par exemple, vous sortez de cette villa avec quel élément? D'accord, on vient avec... Aïcha, commençons avec Aïcha, ils sont galants. Moi, je pars avec, je vais dire, un projet solide. Voilà, c'est vrai que j'avais mon degré de confiance quand je suis arrivée à la villa. Et puis, bon, après, on a quand même quelques petites appréhensions, surtout quand on a affaire à des entrepreneurs aguerris comme les membres du jury. Et puis, dans les échanges, les recommandations et tout, on se rend compte qu'on est sur la bonne voie, qu'on a un bon projet et qu'on a vraiment réussi à capitaliser tous les éléments. Et arrivé à la finale, ça nous dit, voilà, ça y est, le projet, il est bon. Je pense que ça, c'est énorme pour le mental de l'entrepreneur que je suis. Donc aujourd'hui, je sais que, pas 100 millions, mais le projet vaut des milliards. C'est clair. Bien, oui. Farid? Alors pour notre part, moi je dirais plutôt, déjà ça m'a permis de connaître un bon réseau d'entrepreneurs ivoiriens, de jeunes ivoiriens. Un bon networking. Exactement, donc qui était très intéressant. Et deuxièmement, je dirais notre capacité vraiment à interagir, peu importe l'environnement, peu importe le stress qui est important pour un entrepreneur, parce qu'on a été mis à l'épreuve, tu dois présenter ton business plan 1 minute. Un pitch d'une minute? Un pitch d'une minute devant un investisseur. Ça peut te mettre la pression. Donc aujourd'hui, je suis capable, peu importe la situation, de présenter de manière concise mon projet et de faire connaître ce projet et de faire participer des investisseurs à ce projet. Goli-Pierre. Moi, je pense que quelquefois le résultat, je n'ai pas avec satisfaction. Ça fait 2 fois que vous allez à la villa. Hein? Oui, je n'ai pas avec satisfaction parce que j'ai un business plan solide que je peux vendre partout. Et il y a du lobbying autour parce que grâce au concours Jeune Mansa, j'ai effectué une mission à Séguéla. C'est vrai que déjà, avant même qu'on ait le concours, le finisse, la finale, tout ça, le fait de passer à la télé, ça vous donne déjà un certain... Une visibilité. Une visibilité, c'est parfait. Oui. Une visibilité, donc c'est... Une petite question pour terminer. Oui, Isabelle? alors moi, je suis une très grande consommatrice de ketchup. J'aimerais juste savoir, en fait, c'est la première marque de ketchup made in Côte d'Ivoire ou il y en a d'autres? Juste pour ma gouverne. Je pense que c'est la première marque parce que nous, c'est du 100% naturel. Parce qu'à la base, nos producteurs et puis les unions de coopératives, nous les coachons à la base, puisqu'on a des techniciens sur le site, sur les terrains. Et nous avons nous-mêmes nos propres engrais naturels qu'on a mis en place. Et c'est ces intrants qu'on donne aux producteurs. Et on suit le processus pour avoir une traçabilité et qu'il n'y a pas de produits chimiques. Très bien. Voilà. Mesdames, Messieurs, si vous voulez savoir justement quel est le sort de ces 3 jeunes investisseurs, entrepreneurs, disons plutôt ça, ne manquez pas le rendez-vous Jeune Mansa. Ce sera donc ce samedi 9 décembre à 20h sur Live TV et bien sûr sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est un rendez-vous important. C'est vrai, c'est doux le béret, mais c'est surtout important de regarder ce que font ceux qui créent l'avenir en Côte d'Ivoire. Donc n'hésitez pas, évidemment, à les encourager et aller sur les réseaux sociaux pour dire tout ce que vous pensez de leur expérience qu'ils partagent avec vous. Bravo à vous et puis on vous souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance. Merci. Et j'espère que vous avez inspiré plus d'un en passant sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, André, notre émission est terminée. C'est le week-end. Merci d'être venu, Isabelle, Barry et puis les autres qui sont passés. Bon week-end à vous. C'est déjà samedi, hein, c'est demain. C'est demain, voilà. Aïcha, merci beaucoup d'être venue. Farid, Goli-Pierre et plein succès à vous. Quant à nous,
On se retrouve lundi, voilà, pour une autre émission du Grand Merci Talk. Christiane, à lundi. Bon week-end et à lundi, que Dieu nous garde.